tout grand principe de base, c'est, selon la Déclaration universelle des droits de l'homme, quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante, lui assurant, ainsi qu'à sa famille, une existence conforme à la dignité humaine. Il faut savoir que nous parlons de pays en voie de développement. On parle généralement de pays du Sud parce que les pays en voie de développement sont en très grande majorité dans l'hémisphère Sud ou dans la partie Sud de l'hémisphère Nord. Donc pays du Sud, pays pauvres, pays en voie de développement, en opposition aux pays du Nord, les pays développés, pays industrialisés comme l'Europe, l'Amérique du Nord et quelques autres pays. Voilà. Donc dans les pays en voie de développement, il n'existe pas de sécurité sociale, il n'existe pas de RMI, il n'existe pas de CMU. Dans ces pays-là, ça n'existe pas. Donc une personne, un chef de famille qui n'a pas de revenus lui permettant de pouvoir couvrir tous ces frais-là, et généralement vit dans la misère, dans la pauvreté, et donc c'est ce développement économique que le commerce équitable veut apporter. Donc les origines du commerce équitable, c'est un concept qui naît dans les années 50-60, d'une part un mouvement contestataire et une façon de dire pour ces pays du Sud. Donc en Afrique, la plupart des pays ont obtenu leur indépendance politique en 1960 et c'est une façon de dire, voilà, on est dans un état de sous-développement économique, mais on ne veut pas de votre assistance, on ne veut pas d'une aumône, mais on veut faire du commerce avec vous et par le biais de ce commerce, on pourra obtenir notre développement économique. Donc il y a trois types d'associations ou d'organisations qui utilisent ce concept de commerce équitable en Europe. Premièrement, un courant humaniste religieux fortement développé dans les pays à culture protestante, donc Amérique du Nord ou au nord de l'Europe, mais également dans l'Église catholique. Les premiers magasins artisans du monde en France ont été fondés par l'abbé Pierre en 1974 par exemple. Ensuite, un courant tiers-mondiste, altermondialiste, qui est plus politisé, qui va s'impliquer beaucoup, notamment en Amérique du Sud, où il y a un certain nombre de revendications politiques. Et un troisième courant, un peu plus récent, qui est apparu dans les années 90, le courant de développement durable, où on réalise que placer l'homme avec un grand H, l'être humain, au centre des débats, au centre de l'économie, c'est bien, mais il est important de s'inscrire dans la durée, parce que si le développement économique détruit complètement l'environnement, détruit complètement l'agriculture locale, eh bien, ce développement économique sera de courte durée. Et à l'inverse, et c'est là que le commerce équitable rejoint le développement durable, ce sont deux mouvements qui s'inscrivent vraiment dans la durée. Il faut effectivement faire du commerce avec eux, donc acheter leur production, alors d'une part leur acheter, et après leur acheter sur des bases qui soient plus équilibrées. Souvent, il y a un rapport de force aujourd'hui entre un acheteur, un importateur qui est implanté en France ou en Europe et un producteur qui est, que ce soit en Afrique, en Asie ou en Amérique du Sud. Et souvent, ce rapport de force, il est favorable à l'acheteur. Et l'acheteur va dire, ok, je veux bien ton café, mais je te paye $10 la tonne. Enfin, je dis un chiffre, n'importe quoi. Mais et l'acheteur, en France ou en Europe, va imposer son prix au producteur. Et le producteur, il n'a pas forcément d'autres débouchés. Il va dire, ok, je vends, même si ça ne lui permet pas de payer un salaire suffisant aux ouvriers qui travaillent pour lui, même si ça ne lui permet pas de couvrir les différents frais qui sont intégrés dans le prix de revient du produit. Et donc il y a un déséquilibre dans la relation commerciale entre l'importateur et l'exportateur. Et l'idée du commerce équitable, c'est également d'avoir plus de justice, plus d'équilibre dans ces relations commerciales et qu'il n'y ait pas un tel rapport de force entre acheteurs et vendeurs, mais au contraire qu'il y ait une meilleure répartition des richesses. Donc on le verra un petit peu plus loin dans la présentation. Et c'est aussi l'idée sur les matières agricoles, par exemple, le café
est une matière première qui est cotée en bourse à New York. Il faut savoir que c'est la deuxième matière première échangée dans le monde. La première étant, me semble-t-il, le pétrole. Et donc, comme c'est une matière première qui subit des spéculations. Vous avez aujourd'hui des fonds de pension américains qui gèrent donc les futures retraites des Américains, qui gèrent donc des centaines de milliards de dollars ou d'euros, donc qui ont des moyens financiers colossaux, qui vont entre guillemets s'amuser à spéculer sur le cacao, sur le café ou sur le riz, et qui vont acheter 5000 tonnes de café par exemple, parce que peut-être qu'aujourd'hui le cours du café coté en bourse à New York est à un niveau relativement faible. Ils vont acheter une très grosse quantité, ça va faire monter les cours, et lorsque les cours seront plus hauts, ils vont revendre leurs marchandises. Alors quand ils achètent et ils revendent, ils achètent virtuellement, hein, ils n'ont pas d'entrepôt pour stocker les marchandises, ce sont uniquement des flux financiers, et ils vont revendre donc au prix fort, donc ils auront fait une plus-value financière, ils auront gagné de l'argent par ce biais-là, et en revendant massivement, tout d'un coup il va y avoir beaucoup de café sur le marché mondial, les cours vont s'effondrer, et 6 mois après, 1 an après, il y aura un autre spéculateur qui va de nouveau acheter une grosse quantité, etc. Et on retrouve sur les cours mondiaux vraiment des dents de scie, un phénomène en dents de scie comme ça. C'est valable sur le riz, c'est valable sur le sucre, sur d'autres matières premières. Le cours du café, c'est pour ça on parle ces derniers temps que le café va augmenter de 20% dans les magasins. Le quintal de café était il y a 1 an à 90 $, le quintal, coté en bourse à New York. Aujourd'hui, il est environ à 250 $. Et un des principes du commerce équitable, donc vous avez sans doute entendu parler du logo Max Havelaar, du label Max Havelaar. Max Havelaar, c'est un système qui a été mis en place dans les années 60, ça a démarré aux Pays-Bas. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, Artisanacel a été la première organisation en France à vendre du café Max Havelaar en 1991. L'idée de Max Havelaar, c'est de dire, voilà, pour éviter les effets pervers de cette spéculation et cet effet dents de scie des matières premières, c'est de dire on va faire des cours planchers. Et on va dire le cours du quintal de café, le cours mondial est de par exemple 70 $ le quintal. On va dire que le cours plancher, ça va être 120 $. On va dire pour avoir du café équitable sous le label Max Havelaar, c'est 120 $. Donc la coopérative de petits producteurs au Pérou ou en Colombie est sûre de vendre son quintal de café minimum 120 $, même si le cours mondial est à 70 $. Donc la différence entre ce cours plancher de 120 $ et le cours mondial sert à financer des projets communautaires. Ça peut être la construction d'une école, ça peut être aider des petits agriculteurs à passer de culture conventionnelle à une culture biologique. Ça peut être la mise en place d'un dispensaire, la formation des agriculteurs, l'investissement dans du nouveau matériel, etc. Et imaginons maintenant que le cours mondial commence à flamber. Le cours mondial qui était de 70 $ monte à 80, 90, atteint le cours plancher de 120 $, le dépasse pour arriver à 150 $. Automatiquement, les prix payés aux coopératives qui sont labellisées Max Havelaar ne passent jamais en dessous du cours mondial et s'ajustent toujours au minimum au cours mondial. Si le cours mondial atteint 150 $, le prix payé sera de 150 $. Et il y a après toujours en plus une prime au développement qui est versée aux coopératives. C'est un calcul savant calculé sur le poids du café. Et donc pour la coopérative, c'est extrêmement important parce que ça leur garantit d'avoir toujours des revenus minimums et de pouvoir faire des plans d'investissement à long terme. Parce que si vous décidez d'investir dans du nouveau matériel qui coûte très cher, vous dites bah ok, je peux acheter du nouveau matériel et financer des formations pour que les agriculteurs passent en culture biologique par exemple, j'investis beaucoup d'argent,
Mais si le cours mondial tout d'un coup s'effondre à nouveau, ça devient impossible de rembourser les emprunts bancaires qui ont été faits pour acheter des nouveaux matériels, financer de nouvelles formations. Donc cette garantie du cours minimum est vraiment un élément fondamental du commerce équitable pour le commerce de produits alimentaires, parce que cela donne des garanties sur le long terme aux structures concernées. Donc le commerce équitable aujourd'hui, c'est une rémunération juste du producteur. Il faut qu'il ait un salaire décent pour pouvoir vivre décemment. C'est une alternative à un système commercial dominant. Donc quand je parlais d'un meilleur équilibre commercial entre importateurs et exportateurs, on est vraiment là-dedans. Et une nouvelle façon de consommer, donc pour nous consommateurs en Europe. Donc on parle, là vous avez un petit peu de lecture, je vous laisse lire. Le dialogue et la transparence et le respect sont également des éléments importants. Donc Artisanat Sel a commencé son travail en 1983. La plupart des partenaires avec lesquels nous travaillons avec eux depuis 10, 15, 20 ans et on s'inscrit vraiment dans la durée. Et l'idée c'est d'avoir des relations à long terme. Et quand vous travaillez depuis longtemps avec la même structure, ça permet de bien se connaître, ça permet de travailler en toute confiance, ça permet de travailler en transparence et donc c'est important. Donc Artisanat Sel est une association à but non lucratif qui a été créée pour offrir des débouchés économiques et commerciaux à des artisans. Donc l'artisanat pour Artisanat Sel représente à peu près 2/3 de son activité, l'alimentaire 1/3 de son activité. Donc on est implanté à quelques kilomètres d'ici, dans la zone industrielle d'Arboria. Arboria, c'est quand vous prenez la route en direction d'Orléans, c'est à quelques kilomètres, c'est à la jonction de l'autoroute qui va vers Paris. Donc Artisanat Sel est au départ issu d'une ONG protestante de développement, le service d'entraide et de liaison. C'était une ONG qui faisait du développement dans les anciennes colonies françaises et qui a réalisé que acheter des produits d'artisanat pour les revendre en France, c'était un élément supplémentaire pour faire du développement. Donc notre priorité, c'est effectivement d'apporter à des hommes et des femmes du travail pour pouvoir vivre décemment. Et donc le commerce équitable et ses principes sont vraiment le moyen pour atteindre cet objectif. Artisanat Sel est implanté dans à peu près 25 pays. Donc l'artisanat est essentiellement localisé en Asie. Donc vous voyez l'Inde qui est le principal pays, le Bangladesh, le Népal, les Philippines, la Thaïlande, le Sri Lanka, l'île Maurice. Après nous partons en Afrique donc avec le Rwanda et l'Afrique du Sud et Madagascar. Et nous avons également de l'artisanat au Pérou et en Colombie. Alors la Colombie, c'est un nouveau projet qui a démarré il y a 1 an et demi, donc qui n'est pas représenté sur la carte. Et donc pour l'alimentaire, nous cherchons les produits, nous achetons le café là où le café pousse, donc au Mexique, en Colombie, au Pérou, à Haïti. Le cacao pour faire le chocolat provient souvent des mêmes régions, mais il y a également des pays producteurs de café et de cacao en Afrique, notamment la Côte d'Ivoire dont on parle malheureusement beaucoup ces derniers temps, est le plus gros pays producteur de cacao, avec de très grosses plantations, donc très peu de production de cacao certifié Max Havelaar. Les certifications Max Havelaar en cacao se trouvent surtout dans les Antilles, en République dominicaine et dans certains pays d'Amérique du Sud et principalement le Pérou. Tous nos cacaos viennent essentiellement du Pérou. Donc notre idée, parce qu'on est une toute petite structure, Artisanat Sel, c'est un chiffre d'affaires de 2,5 millions d'euros, donc c'est vraiment très faible par rapport à la distribution classique en France, mais nous cherchons à faire notre travail et nous cherchons, avec la multiplicité des petits projets que nous soutenons, à faire non pas de l'extraordinaire, on n'est pas des extraterrestres, mais à faire de l'ordinaire qui dure. Donc le prix juste, c'est un élément important. Pour citer un chiffre, au Bangladesh, vous avez le revenu minimum au Bangladesh, un petit peu l'équivalent du SMIC, qui est entre 1,20 $ et 1,50 $ par jour. Donc un artisan va toucher 1,20 $
par jour pour son travail. Avec ça, il doit se loger, il doit se nourrir, se soigner, envoyer ses enfants à l'école. Autrement dit, c'est impossible. Un artisan au Bangladesh qui travaille pour notre structure va être payé entre 2,5 $ et 3 $ par jour. Alors ça reste toujours faible. Alors on ne peut pas comparer le revenu au revenu français puisque le coût de la vie n'est pas le même au Bangladesh et en France. Mais donc un artisan qui travaille pour le commerce équitable est à peu près payé le double. Et souvent, il a en plus des bénéfices, c'est-à-dire il peut envoyer, il y a une structure pour scolariser ses enfants, il va pouvoir bénéficier de campagnes de dépistage par rapport à des problèmes ophtalmologiques ou des soins dentaires, etc. Donc pour un artisan, le fait de pouvoir travailler pour une structure de commerce équitable, c'est vraiment une révolution pour lui, c'est vraiment passer du Moyen-Âge à une vie équilibrée. Donc la confiance mutuelle, j'en parlais tout à l'heure en parlant de travail à long terme. On connaît nos partenaires depuis longtemps, donc on va régulièrement sur le terrain pour vérifier ce qui est fait, ce qui est dit, pour les accompagner également. Et donc on sait qu'effectivement, lorsqu'on nous présente un reportage sur une campagne de dépistage d'une maladie ou de soins dentaires, on sait que ça a réellement lieu, c'est pas un montage purement technique. On va aider également nos artisans à s'améliorer et à acquérir des compétences techniques. Il y a quelques années, on a envoyé par exemple un ébéniste français pendant 1 mois à Madagascar pour enseigner les artisans qui travaillent le bois à bien gérer leurs outils. Par exemple, un ciseau à bois, si vous l'entretenez pas, au bout d'un moment, il va s'émousser, il va s'user et puis il sera moins précis. Donc, avec un mauvais outil, vous ferez des sculptures qui seront moins précises, de moins belle qualité. Donc, il leur a enseigné les techniques de lamelé collé, par exemple, techniques de contre-collage pour éviter que le bois ne travaille. Donc on apporte une formation technique aux artisans. Pour les agriculteurs, il y a des formations qui sont faites pour ceux qui souhaitent passer en agriculture biologique. On va les accompagner pour comment ne plus utiliser de pesticides, etc. Le préfinancement des matières premières et des salaires est quelque chose d'important dans le commerce équitable. En France, vous avez des banques à tous les coins de rue, vous avez un projet, vous avez besoin de 3 000 €, 30 000 €, 300 000 € pour acheter une voiture, une maison, peu importe. Vous allez voir votre banquier, alors il ne va pas forcément vous prêter l'argent, mais quand même c'est relativement facile d'aller voir un banquier et puis pouvoir discuter avec lui. Dans les pays en voie de développement, vous avez une toute petite partie de la population qui est extrêmement riche, et vous avez une très grande partie de la population qui est extrêmement pauvre. Il n'y a absolument pas de classe intermédiaire. Et donc pour toutes ces personnes qui sont immensément pauvres, il n'y a pas d'accès au système bancaire. Aucune banque ne va prêter de l'argent à quelqu'un qui n'a pas de revenus, qui ne peut pas apporter de garantie. Et donc le système de microcrédit est quelque chose d'important pour le développement économique de ces pays-là. Et en ce qui nous concerne, nous ne faisons pas de microcrédit parce que nous n'avons pas les structures. Par contre, nous allons aider les partenaires à financer l'achat des matières premières, à financer les premiers salaires. Lorsque nous passons nos commandes en début d'année pour recevoir les marchandises pour les ventes de fin d'année, nous allons préfinancer, c'est-à-dire verser un acompte de 30 à 50%, ce qui va permettre au groupe d'artisans d'acheter les matières premières et puis de payer les salaires au fur et à mesure. Parce que pour fabriquer une commande pour Artisanacell, entre le moment où la commande est passée et le moment où les marchandises sont chargées sur le bateau, il peut se passer 4-5 mois. Il faut bien pendant ces 4 à 5 mois que les gens puissent se nourrir. Donc le préfinancement est un élément important. Le travail des enfants est un sujet extrêmement sensible, donc nous refusons catégoriquement tout travail des enfants. Donc c'est quelque chose qui est, c'est un engagement moral, verbal, mais beaucoup plus que cela, c'est un engagement écrit. Contractuellement, tous nos partenaires s'engagent à ne pas faire travailler d'enfants
de moins de 14 ans. Nous estimons que la place des enfants de moins de 14 ans, c'est de pouvoir être scolarisés, de pouvoir apprendre un métier et d'avoir du temps de loisir, de pouvoir s'épanouir par le jeu. De 14 à 16 ans, nous encourageons nos partenaires à proposer éventuellement des formations en alternance, pouvoir acquérir un métier, les mettre en pratique. Et nous avons plusieurs pays. Au Rwanda, par exemple, nous avons un centre d'accueil pour les enfants plus jeunes. Donc ces enfants sont scolarisés. Et ensuite, de 16 à 25 ans, on leur apprend un métier. Donc pour les jeunes filles, c'est plutôt le tissage, la couture, la broderie. Et pour les garçons, c'est plutôt le travail un petit peu plus pénible, le travail du métal, le travail du bois. Un autre principe important, c'est la non-discrimination religieuse, ethnique, sociale des artisans. Chaque personne a le droit d'avoir du travail et les artisans sont sélectionnés par rapport à leurs compétences techniques ou par rapport à leurs besoins. Nous essayons toujours de faire travailler les groupes de personnes qui sont les plus défavorisées. En Inde, ça sera plutôt dans un système qui est de castes. Ce sont plutôt les castes inférieures qui sont que nous faisons travailler. Dans d'autres pays, comme le Népal par exemple, nous faisons plutôt travailler des femmes qui sont exclues de la société. Au Rwanda, bon, c'est un cas assez particulier avec donc les conséquences du génocide au Rwanda en 1994. Il y a eu énormément, un tiers de la population a été décimée, donc énormément d'orphelins, de femmes veuves, donc avec des problèmes sanitaires, beaucoup de femmes pour survivre ont été obligées de se livrer à la prostitution, donc avec tous les problèmes de sida, de séropositivité derrière. Donc ces femmes sont accueillies dans les centres et les orphelins sont accueillis et formés. Ensuite, il est important de pouvoir proposer aux consommateurs français des produits de qualité. Si vous achetez un jour un paquet de café, parce que vous dites c'est un produit de café, commerce équitable, quelque part, par mon acte d'achat, j'aide un petit producteur, c'est bien. Mais si en dégustant votre café, vous dites waouh, il n'est pas bon, c'est infect, vous n'allez plus en acheter un deuxième. À la limite, vous allez plutôt envoyer un chèque de 15 € à une association qui fait du développement, mais vous n'allez plus acheter de café. Donc non, nous voulons vraiment proposer aux consommateurs des produits de qualité, que ce soit pour les produits alimentaires ou pour les produits artisanaux. Si je vous propose une céramique qui est fabriquée au Bangladesh ou en Thaïlande et que la céramique est mal cuite et que ça fend ou que le vernis est mal posé, vous n'allez pas être satisfait et c'est normal. Donc nous voulons vraiment apporter des produits de qualité sur le marché et c'est aussi pour cela que nous formons nos artisans. Donc Artisanat Sel a une gamme assez complète, je vous disais, beaucoup d'artisanat, c'est le départ de l'histoire, mais de l'alimentaire. Et nous essayons aussi depuis quelques années à étendre ce concept de commerce équitable à une notion de solidarité ici en France. Par exemple, nous avons lancé un projet de culture de différentes épices à Madagascar. Ces épices sont importées en vrac en France et conditionné ensuite dans un CAT, un centre d'aide par le travail. Et donc là, nous associons vraiment le commerce équitable et les produits de base au travail de l'économie sociale et solidaire. Donc nous faisons travailler des personnes handicapées dans les CAT ou des personnes qui sont... on travaille avec un projet qui est sur Auxerre. C'est une entreprise adaptée, donc avec des personnes qui sont en réinsertion sociale, par exemple. Et nous estimons que la solidarité avec les pays du Sud est quelque chose d'essentiel, c'est notre fondement, notre raison d'être quelque part, mais il peut y avoir également une solidarité avec des personnes en France qui sont également dans une situation parfois de détresse. Donc au Liban, c'est un projet qui a été lancé il y a 5 ans. Donc des produits alimentaires, donc des spécialités méditerranéennes. Et donc c'est l'exemple typique où nous avons au début de commercialiser de l'huile d'olive
et nous accompagnons avec notre partenaire local au Liban, nous accompagnons la coopérative qui produit cette huile d'olive pour la passer. Donc cette année, elle va passer donc sous le label Max Havelaar. Jusqu'à présent, c'était nous, Artisanat Sel, qui garantissions que la production de cette huile d'olive générait des revenus qui étaient équilibrés pour tout le monde, pour l'agriculteur qui cultive ses oliviers, la personne qui fait la cueillette des olives, les personnes qui travaillent dans la coopérative qui gère le pressoir à olives, et pour que toute la chaîne soit équitable. Donc à partir de 2011, elle est en plus contrôlée et certifiée par un organisme extérieur, donc Max Havelaar. Jusqu'à présent, c'était uniquement notre garantie intérieure. Et on continue de les accompagner pour que, à l'horizon 2012 ou 2013, cette coopérative passe en agriculture biologique. Donc l'impact pour les personnes concernées, c'est effectivement un niveau de vie qui est amélioré. C'est une activité économique pérenne. Il ne s'agit pas de faire à un moment donné une grosse commande qui leur donne beaucoup d'activité pendant 3 mois et puis après il ne se passe plus rien pendant 3 ans. Non, il faut vraiment travailler sur le long terme. Et c'est toute la communauté qui en bénéficie, puisque lorsqu'il y a une école qui est construite dans un quartier, cette école est au départ pour les enfants des artisans, mais par extension, ce sont les enfants du quartier ou du village qui vont bénéficier de cette école-là. Voilà pour cette présentation. Est-ce que vous avez des questions, des précisions? Pas précisément. On a fait des études d'impact en ce qui concerne Artisanat Sel. Donc dans les 25 pays où on est présent, on estime qu'environ 70 000 personnes sont touchées directement ou indirectement. Je m'explique. Donc il y a les artisans qui travaillent, donc ceux-là sont directement concernés, et puis il y a toute leur famille. Dans les pays dans lesquels nous travaillons, la norme familiale, c'est pas 2 enfants, c'est 5, 6, 7, 8, 10 enfants. Parfois, il y a même certains pays où un homme peut avoir plusieurs femmes, la polygamie peut exister. Donc parfois, une famille, ça peut être composé de 30 ou 40 personnes. Il y a un homme, plusieurs épouses et puis donc un certain nombre d'enfants dans certains pays d'Afrique par exemple. Donc les artisans plus leur famille, ça représente environ 70 000 personnes. Et donc à l'échelle de la France, Artisanat Sel, donc avec un chiffre d'affaires de 2,5 millions d'euros, le marché global du commerce équitable, tout confondu, artisanat, alimentaire, c'est environ 250 millions d'euros. Donc Artisanat Sel pèse pour 1% du commerce équitable en France. Donc à supposer qu'on retrouve les mêmes ratios pour nos confrères, ça serait à peu près 7 millions de personnes qui seraient touchées directement ou indirectement, qui sont au bénéfice du commerce équitable. Certains pays sont particulièrement engagés. En Inde, il y a énormément de projets de commerce équitable. Il y a à peu près 70 structures, 70 associations réparties un peu partout en Inde qui sont des organisations de producteurs membres de l'association internationale du commerce équitable, dont Artisanat Sel fait aussi partie. À l'inverse, d'autres pays comme la Chine, la Chine connaît un gros développement industriel et économique aujourd'hui, mais il y a 30 ans, la Chine était un pays vraiment pauvre. Bon, les zones rurales de la Chine sont toujours pauvres aujourd'hui, mais il n'y a pas d'impulsion de commerce équitable en Chine parce que l'impulsion, elle doit provenir des personnes localement. Ce n'est pas nous, avec nos idées occidentales, qui pouvons arriver et dire bon ben voilà, toi tu vas faire. On peut accompagner ces personnes et c'est ce que nous faisons. Nous faisons de l'accompagnement, mais le départ du projet est toujours local, avec des gens locaux. Mais si le développement se fait au détriment de l'environnement,
au bout d'un moment, au bout de 20 ans, 30 ans, 50 ans, on aura un problème parce que si l'homme ne peut pas vivre sans son environnement naturel. Et il est important donc de préserver cet environnement. C'est pour cela aussi que, en tant qu'acteur du commerce équitable, de plus en plus, on encourage nos producteurs à passer en agriculture biologique qui est plus respectueuse de l'environnement. Et donc ça c'est quelque chose dont on a pris conscience il y a quelques années et donc tous nos nouveaux développements de produits, dans la mesure où c'est possible, on les fait bien sûr en commerce équitable, ça c'est une condition indispensable, mais on les fait également en développement biologique. Les nouvelles gammes de chocolat que Artisanat Nacelle a sorties il y a 2 ans, en plus d'être équitables, sont également certifiées biologiques par exemple. Donc ça c'est important. Et l'agriculture biologique est également proche du commerce équitable par le respect de ces valeurs où on s'inscrit dans le long terme. On essaye d'avoir une chaîne de production qui soit relativement courte. Et alors parfois il peut y avoir certaines contradictions. Parce que dans le cadre du développement durable et de la préservation de notre planète, etc., on parle de plus en plus depuis quelques années de bilan carbone. Et effectivement, je vais prendre l'exemple de confiture. Nous importons des produits exotiques, des mangues du Burkina Faso, des ananas du Togo, des bananes du Brésil par exemple, des litchis de Madagascar. Nous importons ces matières brutes, nous les faisons transformer par un CAT en Bretagne. Donc l'empreinte carbone est relativement modeste parce que ce sont des produits, des fruits qui sont importés bruts, alors qu'il y a d'autres projets où les produits sont fabriqués au Laos ou au Pérou et pour importer des bocaux qui font 250 ou 300 grammes, l'empreinte carbone est beaucoup plus lourde parce que un bocal en verre ça pèse plus lourd, donc le kérosène brûlé par un avion ou le carburant brûlé par un bateau est plus important parce que la masse est plus importante. Voilà. Donc il y a contradiction parce que d'un côté on cherche à faire du projet de développement, donc à créer de la valeur ajoutée dans les pays en voie de développement, et si on peut développer une filière avec un atelier de transformation, un atelier de mise en bouteille, de mise en flacon, ça crée de la richesse dans le pays concerné, donc c'est bien. Et d'un autre côté, l'empreinte carbone sera plus lourde. Donc on peut parfois avoir des contradictions et une opposition entre certains principes du commerce équitable et certains principes, disons, plus écologiques, plus environnementaux. Donc il y a des moments, il faut faire des choix. Je ne suis pas en train de dire que l'une des méthodes est meilleure ou moins bonne, mais il y a 90% d'éléments communs et peut-être 10% d'opposition entre écologie pure et puis commerce équitable. Voilà, c'est une réalité et on ne peut pas faire autrement. Alors, on trouve par exemple des produits alimentaires qui portent le label Max Havelaar dans les supermarchés. Vous retrouvez le même label sur les produits dans le petit catalogue que je vous ai remis. Alors il y a deux aspects. Il y a d'une part le prix équitable et le prix selon les normes Max Havelaar, donc le petit mécanisme dont on a parlé tout à l'heure. Donc dans les deux cas, les produits proviennent de coopératives qui ont été contrôlées par Max Havelaar, où il a été vérifié qu'il n'y avait pas d'enfants qui travaillaient dans les coopératives, dans les plantations de café ou de cacao, que la prime de développement était bien versée, que le prix minimum garanti était une réalité, qu'il y avait du préfinancement, etc. Par contre, dans les
ce qui fait un petit peu le plus des filières historiques, que ce soit Artisanat Sel, que ce soit Artisans du Monde, il y en a d'autres en France. Bon, les deux plus connus sont Artisans du Monde et Artisanat Sel, qui sont complémentaires, hein, puisque d'ailleurs les deux filières on travaille ensemble sur certains projets. Et donc dans des pays du Sud et puis également en France, il y a dans ces filières historiques des financements de projets qui vont beaucoup plus loin, avec un accompagnement du producteur qui va beaucoup plus loin. Dans un cas, vous avez des structures vraiment commerciales ou industrielles, Starbucks Café ou comme ça, qui vont simplement proposer un produit certifié. Et puis dans un autre cas, des organisations beaucoup plus engagées, beaucoup plus militantes, qui vont vraiment davantage sur le terrain, accompagner les producteurs. C'est un petit peu la différence. Alors dans l'absolu, oui, effectivement, c'est le même label. Donc parfois le consommateur dit pourquoi acheter un paquet de café 3,50 € avec le label Max Havelaar chez Artisanat Sel, alors que alors c'est pas le même paquet de café, mais il a le même label qui va coûter peut-être seulement, enfin moitié prix ou seulement 2 € dans un supermarché. C'est bon, l'approche éthique est un petit peu différente. Mais il y a les garanties de base sont les mêmes. Après, on va, nous, Artisanat Sel ou d'autres organisations, on va encore plus loin que le minimum garanti. À un tel point que un de nos confrères est complètement opposé à l'utilisation du label Max Havelaar et va également assez loin, mais il n'utilise pas le même label en disant bon, c'est un label de grande distribution, je cherche pas à être dans la grande distribution. Bon, là c'est vraiment une démarche qui est très alternative. Bon, après les organisations ont leurs différentes stratégies commerciales en fonction de leur éthique. Ce qui est important de comprendre, c'est que Artisanat Sel, nous sommes une association à but non lucratif, donc nous faisons, dans le mot commerce équitable, dans le terme, il y a deux mots, il y a le terme commerce et le terme équitable. Donc nous sommes contraints à toutes les réalités économiques du commerce. Artisanat Sel est assujetti à toute la réglementation fiscale qui existe en France, l'impôt sur les sociétés, la TVA, la taxe professionnelle, etc. Mais les bénéfices qui sont réalisés, quand il y a des bénéfices, sont réinjectés dans la structure ou injectés dans les projets et c'est tout, quoi. Donc Artisanat Sel cherche toujours, prône toujours une meilleure répartition des richesses et de la valeur ajoutée qui est créée par le commerce. C'est-à-dire au lieu d'avoir un tout petit peu pour le producteur et un tout petit peu pour l'exportateur et beaucoup pour l'importateur et le distributeur, c'est d'avoir plus pour le producteur et moins pour l'importation et la distribution en Europe. Et c'est aussi pour ça que on dit parfois, on entend souvent même les produits bio ou les produits équitables sont beaucoup plus chers que les produits conventionnels. Alors c'est vrai dans certains cas, mais ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas obligatoire. Et on voyait au Bangladesh, l'artisan a payé beaucoup plus cher, le double à peu près, mais en amont, en aval, les importateurs n'ont pas la même marge. Dans les magasins spécialisés commerce équitable, ce sont souvent des personnes qui sont engagées, qui le font de façon bénévole parce que ils croient dans la démarche et ils font ça sur leur temps libre. Et donc vous avez des coûts de distribution qui sont moins élevés. Donc effectivement, on paye davantage les artisans au départ. Donc ça devrait être mathématiquement, si on applique les mêmes coefficients, on devrait avoir un produit beaucoup plus cher à l'arrivée. Mais comme justement les mêmes coefficients ne sont pas appliqués, les prix ne sont pas toujours les mêmes. Alors après, il faut comparer ce qui est comparable. Les coûts de distribution d'une petite boutique de centre-ville ne sont pas les mêmes que celles d'un hypermarché localisé en périphérie d'une ville. Et donc, après, entre un paquet de café vendu dans un hypermarché et un paquet de café vendu dans une petite boutique commerce équitable à Montargis, le prix varie aussi. Et si on compare le prix d'une tablette de chocolat vendue par Artisanat Sel
et le prix d'une tablette de chocolat vendue en conventionnel, donc non équitable, dans je sais pas, chez un pâtissier ou un confiseur, le prix va être grosso modo le même. Donc le prix n'est pas forcément plus élevé parce que c'est équitable et bio.